Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux violences sexuelles et j'ai le plaisir d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, le docteur Muriel Salmona. Bonjour docteur. Bonjour. Alors Muriel Salmona, on ne vous présente plus, vous êtes psychiatre, vous dirigez l'Institut de victimologie des Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, puis vous êtes la présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Les violences sexuelles, malheureusement, on en parle beaucoup, sans doute beaucoup trop. On les retrouve à la une de l'actualité. Si vous le voulez bien, on va peut-être commencer avec la prévalence. Une femme sur 8 est victime de violences sexuelles. Une fille sur 8. Une fille sur 8. Hein, c'est pour les mineurs. Non, dans l'ensemble, alors c'est vrai qu'on sépare le viol des agressions sexuelles, mais pour les viols et tentatives de viol, on dit qu'il y a 16% des femmes qui vont avoir vécu un viol ou une tentative de viol dans leur vie, dont 60% en tant que mineurs. Donc la majorité, c'est en tant que mineurs. Et pour les hommes, c'est 5% d'hommes qui vont avoir vécu un viol ou une tentative de viol, dont plus de 70% mineurs. Donc docteur, le chiffre de 75 000 femmes violées par an, il est réel ou il est sous-estimé? Parce que il est peut-être sous-estimé, en tout cas c'est grâce à des études comme l'ANVEF qu'on a pu à peu près estimer ce chiffre-là, mais c'est compliqué parce que l'ANVEF c'était une étude qui était faite sur des femmes de 20 à 59 ans, oui. Donc il y avait celles qui étaient plus jeunes et celles qui étaient moins jeunes, donc on donne 75 000 pour les femmes, mais il faut rajouter les mineurs. Et là on monte à donc au moins 150 000. Voilà. Et viol. Là, on parle de viol, tout en sachant qu'il y a moins de 10% des femmes qui portent plainte. 8%. Voilà. Donc, autour de entre 1 et 2% de condamnation. Donc, on est vraiment avec très très peu de poursuites judiciaires, en fait, dans le cadre quand même de violences qui sont des crimes. Donc, le viol est un crime. Oui, le viol est un crime. Le viol est un crime. Alors, vous êtes auteur de nombreux articles. Vous le disiez tout à l'heure, je rebondis, dans 80% des cas, l'agresseur est connu de la victime. Oui, oui, c'est un proche. C'est un proche. Oui. Donc en fait, quand on voit les viols sur des femmes dans la rue par des inconnus, c'est pas la majorité. Non, loin s'en faut. Non, les viols les plus fréquents, c'est à l'intérieur de la famille, c'est dans le couple, c'est aussi dans le cadre du travail, dans les institutions, par des personnes que l'on connaît en fait. Alors, avant qu'on en vienne à l'actualité, docteur, je voudrais qu'on balaye un petit peu plusieurs choses. Tout d'abord, 2/3 des victimes des viols ont moins de 18 ans, c'est vrai? Oui. Oui. Et 45% ont moins de 9 ans. Donc là, c'est quoi? Là, on tombe dans la pédophilie. Oui. Pédocriminalité. Pédocriminalité. Reprenez-moi au mieux. Préfère. Le viol conjugal, c'est une réalité aussi. Oui, c'est une réalité qui a été reconnue juridiquement de façon très précise que dans les années 90 et qui maintenant est vraiment fait partie du code pénal de façon vraiment bien détaillée. Et on sait que c'est à peu près, là aussi, autour de 30% des viols qui sont des viols conjugaux, ou en tout cas des viols dans le cadre du couple, hein, parce que les viols conjugaux, on pourrait penser que c'est le couple marié, mais c'est aussi le petit ami, c'est dans le cadre d'une relation de couple. D'accord. Votre association Mémoire traumatique et victimologie donc, prend en charge des femmes, oui. Et aussi des auteurs, hein, des garçons, on va y venir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la mémoire traumatique? Oui, alors la mémoire traumatique, alors ce qu'il faut déjà dire, c'est que dans le cadre des violences, le viol est la violence qui va entraîner le plus de troubles psychotraumatiques, donc de conséquences psychotraumatiques après donc le viol. Disons que dans l'ensemble, pour un traumatisme, on a 24% de risque de développer des troubles psychotraumatiques. Dans le cadre du viol, c'est 80% de risque de développer des troubles psychotraumatiques. Donc c'est vraiment très important. Alors ce qui se passe pour la mémoire traumatique, qui est vraiment le symptôme majeur et central et qui explique après toutes les autres conséquences que peuvent subir les victimes de viol. Au moment du viol, il y a en fait
une alarme émotionnelle qui se met en marche parce qu'on est dans une situation de très grand danger. Et comme il y a une sidération psychique au moment du viol, le cortex est un petit peu bloqué par la situation, l'impuissance, le non-sens de la situation. Il faut rappeler, entre guillemets, que le viol, c'est pas du tout de la sexualité, c'est de la violence pure et c'est souvent de la torture. Donc devant cette situation, il y a une sidération psychologique et le cortex qui normalement module la réaction émotionnelle, il ne peut pas la moduler et la réaction émotionnelle à ce moment-là se met à monter et représente un risque vital avec une sécrétion d'adrénaline et de cortisol très importante. Et cette sécrétion d'adrénaline et de cortisol arrive à un niveau tel qu'il pourrait y avoir des accidents vasculaires, des accidents cardiaques et puis des atteintes neurologiques très importantes avec perte neuronale et perte dendritique très importante. Et à ce moment-là, le cerveau met en place un système pour éviter ce risque vital et il va faire comme dans un circuit électrique. En survoltage, il va disjoncter. Donc il va y avoir une disjonction du circuit émotionnel qui part de l'amygdale cérébrale et qui va permettre en fait une anesthésie émotionnelle. Ça va arrêter, c'est-à-dire que l'amygdale ne va plus donner d'informations et ne va plus faire sécréter de l'adrénaline et du cortisol. Et du coup, on se retrouve en anesthésie émotionnelle, c'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est ces victimes qui disent qu'elles ont été spectatrices de la situation, un peu comme si elles étaient en dehors de la situation. Parce qu'il y a un sentiment en dehors de leur corps, parce qu'il y a un sentiment d'étrangeté très importante, parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose d'horrible, mais on ne ressent plus rien. On n'a plus d'émotion ni de douleur. On ne ressent plus ni la douleur ni l'émotion. D'accord. Parce qu'au moment de la disjonction, ce qui se produit, c'est qu'il y a une sécrétion concomitante disons pour résumer, en tout cas, de substances morphine et kétamine-like. Donc c'est en fait un cocktail anesthésiant très très important qui va permettre de survivre. Sauf que ça va donner cette dissociation, cette déconnexion qui va être très bizarre, qui va poser des problèmes aux victimes parce qu'elles vont avoir un sentiment de doute, d'étrangeté. C'est pour ça qu'elles mettent souvent longtemps avant de réaliser ce qui leur est arrivé. Ce qui leur est arrivé. Et puis, cette disjonction aussi fait que la mémoire émotionnelle et toute la mémoire qu'on a emmagasinée au moment du viol, tout ce qui s'est produit, la mémoire émotionnelle, la mémoire sensorielle, les douleurs, le contexte, ce qu'on a entendu, tout ça ne va pas pouvoir être traité par l'hippocampe, ce qui permet normalement de traiter la mémoire émotionnelle pour la transformer en mémoire autobiographique. Et du coup, la mémoire va être bloquée dans l'amygdale. Et c'est cette mémoire bloquée, piégée dans l'amygdale, à l'identique, qui va être la mémoire traumatique. C'est elle, en fait, qui va ensuite se rallumer au moindre lien, la moindre situation, au moindre contexte qui va rappeler le viol. Une situation où on est enfermé dans une pièce alors qu'on a été violé dans une pièce fermée, et puis paf, ça va se rallumer, et on va revivre à l'identique, avec des flashbacks, avec des phrases qui vont repasser, des hurlements, des odeurs, des sensations, des douleurs, on revit les choses. Et c'est ça qui va en fait miner totalement la vie des victimes. Et c'est ça qui est intolérable, parce qu'on revit, c'est comme une torture, on revit les choses. Et on fait des attaques de panique, et on a l'impression qu'on va mourir à nouveau. Enfin, je veux dire. Et du coup, les victimes vont être obligées, du fait de cette mémoire traumatique, de mettre en place en fait plein de stratégies de survie par rapport à cette mémoire traumatique. Soit pour la contrôler, on ne bouge plus, on contrôle tout. C'est du déni aussi, pour l'enfouir, oui, pour l'enfouir, ne pas y penser. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment du déni, mais c'est une conduite d'évitement où on ne pense plus à ce qui s'est passé pour éviter de souffrir. On n'y pense plus, on ne bouge plus, il y a plein de choses qu'on s'évite, on contrôle tout, on est en hypervigilance, comme si on était en danger continuel, mais ça suffit pas toujours. Et en fait, comme ça suffit pas toujours, quand ça explose, on est forcé d'anesthésier cette mémoire traumatique. Et c'est là qu'on peut avoir recours à, d'un côté, de l'alcool, de la drogue, des médicaments pour pouvoir anesthésier. Donc, faut voir que autour de presque tous les alcooliques et tous les toxicomanes ont vécu des traumatismes dans l'enfance et principalement des traumatismes sexuels, comme c'est ceux qui entraînent le plus de conséquences psychotraumatiques. Alors, docteur, je voudrais qu'on en vienne justement au profil de ces violeurs. Malheureusement, fréquemment, dans l'actualité, on voit des viols de petites filles qui ont moins de 10 ans ou d'adolescentes et qui sont tuées ensuite. Alors, est-ce que, avant qu'on parle d'affaires bien précises, vous pouvez nous dire s'il y a un profil type des violeurs ?
Alors, profil type, c'est très Entre difficile. guillemets. Oui, entre parce guillemets. qu'il y a... Est-ce qu'il y a des traits de caractère qui reviennent? Alors, des traits de caractère, je dirais pas Non. ça, mais en tout cas, une addiction à la violence très importante, oui. En fait, le viol, comme c'est une des violences les plus terrorisantes, hein, c'est aussi une violence qui est utilisée pour pouvoir s'anesthésier. C'est par rapport à ce que je vous ai dit sur la mémoire traumatique. Donc, je vous ai dit que pour pouvoir l'éviter, quand elle explose quand même, ou en tout cas pour l'anesthésier, on peut avoir recours à de l'alcool, à des drogues, mais aussi on peut avoir recours à ce qu'on appelle des conduites dissociantes, c'est-à-dire des conduites qui vont permettre de s'anesthésier. Et ces conduites dissociantes, ça peut être de la violence ou des conduites à risque contre soi-même, c'est-à-dire se mettre en danger, se scarifier pour les jeunes filles qui ont été abusées, hein. Ou être violent contre autrui. C'est très efficace pour s'anesthésier. Donc si on a une mémoire traumatique, on peut rapidement découvrir que, s'en prendre à quelqu'un, si on est en situation, si on se le permet, hein, bien entendu, si on s'autorise à le faire, et si on est en situation de pouvoir face à quelqu'un, ça va être très efficace pour s'anesthésier. Y penser, le mettre en acte, y penser ensuite, ça va permettre une anesthésie émotionnelle très importante. Alors, docteur, l'actualité, c'est malheureusement effectivement l'agression et le décès de cette petite Agnès, âgée de 13 ans. On n'a pas tous les éléments. De toute façon, il y a une instruction en cours. Donc, c'est un dossier, je pense, sur lequel vous ne pouvez pas vous exprimer. Mais en tant que psychiatre, vous qui me disiez hors antenne que vous traitiez des jeunes pour des cas similaires, comment, docteur, à 17 ans, on peut être récidiviste? Est-ce qu'on peut violer une petite de 13 ans et la tuer et brûler son corps? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces enfants-là sont structurés? Alors, ils sont structurés justement autour de la violence. Ils se sont construits autour de la violence. Ils ont eux-mêmes vécu dans un environnement souvent très violent. Ils ont été abusés. Ils ont été soit agressés sexuellement, ça c'est possible, soit ils ont été témoins aussi de violences sexuelles. C'est pas forcément directement sur eux. Parce qu'être témoin génère aussi une mémoire traumatique. Et puis ils vont se mettre souvent, on peut voir des enfants déjà très très jeunes agresser sexuellement d'autres enfants tout petits s'ils ont déjà été confrontés à des violences sexuelles. C'est-à-dire quand on a moins de 10 ans, on peut agresser? On peut. Alors quand on a moins de 10 ans et qu'on a subi des incestes, qu'on a subi des actes de pédocriminalité, on peut reproduire, mais on peut reproduire sur soi les violences. On peut les reproduire sur des poupées, les mettre en scène, faire des dessins, mais aussi on peut les reproduire sur autrui. Et ça permet de se dissocier, ça permet de s'anesthésier. Le problème, c'est que comme la dissociation se fait avec des drogues, morphine et kétamine-like, plus on utilise ce circuit-là pour s'anesthésier, plus on va avoir besoin de violences de plus en plus fortes pour continuer à s'anesthésier. Donc plus on a commencé tôt, plus d'une certaine manière le niveau de violence dont on va avoir besoin pour arriver à disjoncter, parce qu'en fait le propos, c'est quand la mémoire traumatique s'allume, c'est en fait de se stresser de façon supplémentaire, de se mettre dans une situation de stress émotionnel qui est vraiment poussé, qui est provoqué, pour pouvoir disjoncter. On cherche à se faire disjoncter. Donc il y a une compulsion, c'est comme les petites jeunes qui disent que je ne pouvais pas faire autrement que de me scarifier, voilà, ou d'avoir des conduites à risque. Ça peut être aussi des conduites sexuelles à risque pour les jeunes qui vont aller sur Internet, qui vont rencontrer... Voilà. Mais il y a donc toutes les conduites à risque qui font qu'on exerce des violences contre soi, mais il y a celles contre autrui. Et du coup, plus on exerce ces violences et moins, en fait, on est pris en charge dès le départ, plus en fait on va augmenter le niveau de violence. Il y a des pulsions sexuelles aussi que les garçons ressentent. Alors, dans ce cadre-là, c'est absolument pas de la sexualité. Hein, j'insiste, ce n'est pas du tout de la sexualité, c'est de la violence pure qui utilise le terrain de la sexualité. Parce que c'est une violence qui est encore plus, disons, destructrice et terrorisante. Et c'est un autre élément, en plus celle qui permet le plus d'impunité aussi, hein, puisque moins de 8% des victimes portent plainte pour des crimes. Donc, dans l'ensemble, les violeurs bénéficient d'une impunité totale et entre 1 et 2% de condamnation seulement, ils sont dans la nature. Et plus ils exercent des violences, plus
plus ils vont plus ils vont projeter des violences de plus en plus graves. Donc c'est là où on peut arriver à une situation de crime, voilà, d'assassinat là, puisque là c'était prémédité apparemment, hein, d'après ce qui est dit. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il y a, vous aviez peut-être entendu parler d'un réseau où il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui avaient projeté de kidnapper une petite fille pour lui faire subir des tortures, la violer. Et en fait, le plus souvent, les violeurs en série comme ça projettent, hein, donc imaginent les tortures qu'ils vont commettre, parce que déjà, ça leur permet de se dissocier. C'est déjà une drogue en soi. Et puis, quand c'est plus suffisant, ils passent à l'acte. Et là, ils ont une drogue supplémentaire qui leur permet de s'anesthésier encore plus. Et ensuite, ils vont pendant un certain temps, être anesthésiés et penser à ce qu'ils ont fait. Souvent, ils gardent des objets de la personne pour pouvoir y penser. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est dit, ce qui est toujours très, très étonnant pour tout le monde, c'est de voir, un peu comme dans Orange Mécanique, le côté très froid, très anesthésié. Ils ont conscience de ce qu'ils font, docteur. Oui, ils ont conscience qu'ils font. Ils sont responsables. Ils sont totalement responsables. C'est eux qui choisissent. D'accord. Les conduites dissociées. On n'est pas responsable. Enfin, disons qu'on n'est pas responsable de sa mémoire traumatique, oui, mais on est responsable de la façon dont on la traite, dont on l'auto-traite. Et le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens auto-traitent leur mémoire traumatique. Il faudrait qu'ils soient traités pour ne pas avoir recours à justement des conduites, des stratégies de survie qui vont peser terriblement sur leur vie. Parce que l'OMS, d'ailleurs, en 2010, l'a dit, le déterminant principal pour subir des violences et en commettre, c'est d'avoir subi des violences. D'en avoir subi. Alors, docteur, là, effectivement, dans l'affaire dont on parle, il semblerait, comme vous le disiez à l'instant, que le meurtre, enfin l'assassinat de la petite Agnès ait été prémédité. Ça veut dire que dans son esprit, enfin on ne sait pas, on attend, mais dans l'esprit de certains violeurs, ils savent qu'ils vont tuer leurs victimes après. Ah bah oui, ils l'ont projeté. Ils l'ont projeté, hein, c'est prémédité. C'est prémédité, parce que ça fait partie de leur scénario. Ils ont un scénario en tête qu'ils vont mettre en scène. Docteur, c'est des mises en scène. Alors pour en arriver à découper un corps, pour en arriver à le brûler, c'est ce que vous disiez, il y a cette dissociation. Voilà, et plus on commet des violences extrêmes, inhumaines, atroces, des actes de torture et de barbarie, plus c'est efficace. C'est pour ça qu'on voit dans la guerre, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où la violence sexuelle est très présente dans tous ces crimes-là, hein, puisque vous savez que les viols donc au Rwanda et puis en ex-Yougoslavie ont été reconnus comme crimes contre l'humanité. Docteur, quand il y a des viols, on va dire non prémédités, parce que ça, je pense que ça existe aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on peut on peut tuer cette jeune fille ou cette femme de peur qu'elle nous dénonce? Il ne faut pas retrouver le cadavre? Qu'est-ce qui se passe là? Ça peut arriver aussi, et puis ça peut arriver que du coup, pris dans une sorte de violence extrême, on se retrouve dans une sorte de scénario qui aboutit à la mort de la personne. Alors. Ou parce qu'on met en scène une tentative d'étouffement, une tentative de strangulation, et puis bon, la personne meurt alors qu'il n'y avait pas forcément une préméditation pour la tuer. Alors, docteur, on va en venir à ces ados violents, puisque vous en prenez en charge. Alors, racontez-nous comment ça se passe. C'est dans le cadre à quoi vous avez été confronté, vous? Oui, j'ai été confrontée à des jeunes, voire des très très jeunes, qui ont déjà commis des agressions sexuelles et des viols, et que je suis dans le cadre de réparation pénale, donc en parallèle avec la justice, avec un suivi judiciaire. Et je vois des jeunes arriver qui peuvent être vraiment très très préoccupants, très inquiétants. Justement, je rappelais Orange Mécanique, avec une froideur, une distanciation totale par rapport aux faits, c'est-à-dire n'ayant aucune émotion par rapport à ce qu'ils ont commis. Et petit à petit, nous, notre rôle, c'est de travailler sur en fait l'anesthésie émotionnelle, leur faire comprendre à quoi elle sert, pourquoi, comment ils la mettent en place, leur mémoire traumatique, travailler sur leur mémoire traumatique pour que petit à petit, c'est en fait comme si on les désintoxiquait de cette drogue à la violence. De cette drogue à la violence. Alors, docteur, c'est un peu compliqué parce que effectivement, on a tendance à vous jeter un peu
pas la pierre, à vous tous les experts, les médecins. Est-ce que c'est pas un peu simple? Est-ce qu'effectivement, posons les choses clairement, la justice, elle n'a pas aussi sa part de responsabilité et qu'il y a une mauvaise... Oui, comment dire? Il y a peut-être des choses à améliorer dans la collaboration parce que quand il y a des impairs comme ça, quand on dit que... les chefs d'établissement disent, nous, on n'a pas été au courant du passé. Oui, c'est parfaitement possible parce qu'effectivement, ça peut se passer comme ça. Alors, je veux dire, la justice a sa part de responsabilité. Moi, je travaille beaucoup avec la justice. C'est très fréquent que la justice ne prenne pas vraiment en compte la dangerosité des personnes. Je veux dire qu'il y a beaucoup de viols, de plaintes pour viol qui aboutissent à des affaires classées ou à des non-lieux, avec des enquêtes qui ne sont pas vraiment faites, ou vraiment, d'une certaine manière, personne, disons dans le cadre de la police et de la justice, n'a vraiment peur de ce qui risque de se reproduire. C'est-à-dire que ce qu'ils voient, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de faits pour qualifier pour les qualifier, mais d'une certaine manière, ils vont laisser en liberté des gens vraiment dangereux qui vont reproduire les violences que les personnes ont subies, particulièrement chez les plus jeunes. Enfin, je veux dire que moi, ce que je vois, c'est que mes jeunes ados que je prends en charge, qui ont été violées, le plus souvent, elles ne sont absolument pas prises au sérieux. Donc on considère qu'en fait, elles devaient être consentantes, et puis qu'elles en rajoutent, et puis qu'elles exagèrent, alors qu'ils ne prennent pas du tout en compte la réalité de ce qu'elles ont vécu et les actes de torture qu'elles ont vécus. Parce que, en plus, les personnes, vous savez très bien que, par exemple, les survivants de camps d'extermination, tout ça, n'arrivaient pas à parler de ce qu'ils avaient vécu. Les victimes de torture, c'est très difficile. Parler à un policier, c'est impossible. Donc la plupart de nos patientes, elles donnent que 10 à 20% des faits qui se sont produits, des actes de violence qui se sont produits. Et du coup, il n'y a pas du tout de prise en compte de cette réalité-là. Alors vous, les médecins psychiatres, les experts, quand vous êtes confrontés à ces affaires, on le sait, vous émettez des recommandations, vous dites attention, ça veut dire que parfois certains juges n'en tiennent pas compte? Alors, les juges peuvent ne pas en tenir compte. Il y a un autre élément aussi qui rentre en compte, c'est que nous sommes très peu à être formés dans le cadre de la psychotraumatologie. Il n'y a pas de formation pendant les études médicales, pas de formation pendant les études de spécialisation en psychiatrie. Donc il y a aussi beaucoup d'experts qui ne sont pas formés en psychotraumatologie, donc ils n'ont pas connaissance de la mémoire traumatique, des processus, alors qu'ils peuvent avoir une bonne expérience, mais peut-être pas suffisante pour repérer exactement ce qui se passe. Donc ça, alors les experts, normalement, ils sont quand même assez rodés, mais les psychiatres qui prennent en charge les auteurs, souvent, n'ont pas du tout de formation en psychotraumatologie, donc ils vont les prendre en charge, mais sans prendre en charge la mémoire traumatique. Et du coup, ils ne vont pas prendre en charge ce qui rend les personnes très dangereuses. Alors, docteur, ce sera ma dernière question, parce que c'est vrai que malheureusement, le temps passe et c'est un sujet absolument passionnant. Est-ce qu'il existe une échelle d'évaluation de la dangerosité et de la possibilité de récidive? Parce que ça, c'est un autre problème. Alors, il n'y a pas vraiment d'échelle. On a des éléments, effectivement, qui nous permettent de dire qu'une personne est plus ou moins dangereuse. Les faits qui se sont produits, qui ont déjà été graves, sont un élément de dangerosité. Là, s'il y a eu déjà viol avec menaces, avec armes, avec actes de torture, c'est très, très inquiétant pour la suite. Alors, ce que je voudrais dire quand même, de façon qui est vraiment essentielle, c'est que la mémoire traumatique, ça se traite bien. Plus les personnes sont prises en charge tôt, moins elles développeront de troubles psychotraumatiques, de conduite d'évitement et de conduite dissociante. Il y a une étude de Felitti sur 17 000 personnes qui a montré que 50 ans après, le déterminant majeur de la santé des personnes était directement lié aux violences qu'ils avaient subies pendant l'enfance. Donc les violences nuisent vraiment à la santé, non seulement psychique, mais aussi physique et psychosocial. Donc, identifier, dépister, poser la question aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, aux personnes adultes, poser la question sur les violences, est-ce que vous avez subi des violences, est essentiel pour pouvoir les prendre en charge et traiter cette mémoire traumatique qui permet une récupération de toutes les lésions neurologiques et une récupération aussi au niveau de la personnalité. Bon, alors, docteur Muriel Salmona, moi j'attends avec impatience votre livre qui doit sortir en début d'année. Oui, début 2012 chez Duno. Oui. Vous viendrez nous en reparler parce que c'est important, c'est un sujet passionnant et malheureusement qui concerne tous vos confrères médecins. Merci d'avoir accepté mon invitation, merci d'être venu sur notre plateau.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.